fait, quand un homme dit quelque chose, c'est comme ça parce qu'il l'a dit. Et que moi, je dois expliquer pourquoi. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a toujours l'impression qu'on sait tout, mais en fait, on sait rien. Parce que selon moi, justement, l'entrepreneuriat n'est pas assez valorisé ici, tout simplement. Et je pense vraiment que la raison pour laquelle on n'a pas eu un ordi tout de suite ou qu'on n'a pas été poussé vers ça tout de suite, c'est parce qu'on était des filles. Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode de Girl Squad. Comme tu peux le constater, on se retrouve dans les studios Startup Vie. Ouais, de retour dans nos studios. Alors Startup Vie, tu connais, c'est le média qui parle d'entrepreneuriat, qui veut donner les clés à tous ceux qui veulent entreprendre et puis qui veut donner les clés aux femmes qui veulent entreprendre. Puisque Girl Squad, c'est le principe, on veut faire un espace où on peut échanger des ressources, des conseils, des idées, du vécu, des témoignages pour pouvoir se lancer dans la grande entreprise de l'entrepreneuriat. Alors si tu as aimé les épisodes précédents, que tu veux avoir plus d'infos, plus d'astuces, que tu as envie d'entendre d'autres témoignages, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Startup Vie, à laisser en commentaire tes observations, les autres personnes que tu aimerais voir sur le plateau et éventuellement toute autre suggestion qui est la bienvenue. Alors aujourd'hui, pour cet épisode de Girl Squad, on a décidé de parler des outils, de parler des solutions, de ce qui est déjà mis en place et de ce qui doit encore être mis en place pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, pour favoriser la présence des femmes dans la tech en général. Parce qu'on sait, il y a les parcours individuels, il y a les choix qu'on fait chacune, mais tous ces choix, ils sont évidemment influencés par la société, par des préjugés, par un tas de choses autour de nous. Et donc, il faut des solutions qui soient aussi globales. Exactement. Pour ce faire, on a avec nous deux femmes au parcours inspirant qui vont pouvoir nous parler de ce qu'elles pensent de toutes ces questions. Et donc, on a Barbara Tracht, qui est secrétaire d'État bruxelloise à la transition économique, et Ohanan Kouloufa de Lenart, qui est une société de vente, de leasing, d'objets d'art. Alors, on va évidemment évoquer vos parcours, on va voir comment vous en êtes arrivés où vous êtes, mais on a d'abord une question rituelle qu'on pose systématiquement dans nos émissions. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes rendu compte que vous êtes une femme? Bon, alors évidemment, on sait qu'on est des femmes, mais est-ce qu'il y a un moment où dans votre vie professionnelle, ça vous a sauté aux yeux? Il y a un moment où vous vous êtes dit, on ne me parlerait pas comme ça si j'étais pas une femme, on me traiterait différemment, on me proposerait d'autres choses. Est-ce qu'il y a un moment où c'est vraiment, où ça vous a sauté aux yeux? Oui, ça m'arrive souvent. Malheureusement, ministre de l'économie, c'est encore un métier qui est souvent exercé par des hommes, ou une fonction qui est exercée plutôt par des hommes. Donc ça m'arrive, c'est jamais explicite parce qu'on va jamais te dire tiens, qu'est-ce que tu fais là toi? Est-ce que ça devrait pas être un homme? En plus j'ai choisi comme titre transition économique, donc ça m'arrive qu'on me demande où est le ministre de l'économie, mais en fait c'est moi. Donc ça arrive, c'est toujours un peu maladroit, ça fait toujours un peu pitié ça me fait toujours un peu pitié pour celui qui pose la question en fait. Mais donc ça, c'est semi-explicite. Et puis ça arrive que je m'en rende compte sans que ce soit dit explicitement. Ça, quand même, assez souvent. Et quoi, c'est... On sent bien qu'on a besoin de justifier davantage pourquoi on est là, de faire ses preuves davantage, que, en fait, quand un homme dit quelque chose, c'est comme ça parce qu'il l'a dit. et que moi, je dois expliquer pourquoi. Exactement. Et toi, Oana, c'est quelque chose qui... Moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai eu la bonne idée d'être enceinte. Donc, j'allais toquer aux banques enceintes et je voyais bien que mes yeux avaient beau être là, mais ils étaient en train de regarder mon ventre et je voyais bien qu'ils étaient en train de se dire c'est pas possible, elle va accoucher là, maintenant, dans le bureau. Je sentais que ma condition de femme et de femme enceinte était vraiment visible. J'aurais pu répéter ou donner... dire tout ce qu'il y avait dans la Bible par cœur à l'envers qu'il n'aurait pas écouté, quoi. Je voyais bien qu'il était stressé que je sois enceinte. Et là, je me suis vraiment dit, ouais, je suis une femme. C'est souvent le cas, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là, pour discuter de toutes ces aventures et partager avec les personnes qui nous regardent que finalement, ce n'est pas un frein et qu'il y a quand même moyen de faire des belles choses malgré tout. On va évoquer un petit peu vos parcours. Toi, Barbara, tu t'es lancée immédiatement en politique. C'était une vocation pour toi? Oui. Mes parents, en fait, étaient très investis, pas en politique au sens strict, mais dans des associations, des mouvements citoyens, etc. Donc, j'ai une famille très engagée, donc c'est assez logique. J'ai été déléguée de classe, enfin, voilà. Vous voyez, de parcours, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise. Non,
Et donc c'est vrai, quand j'étais déjà à l'école et puis quand j'étais étudiante, je me suis engagée dans les mouvements étudiants et puis dans les jeunesses de mon parti politique. Donc oui, ça a toujours été... Enfin, c'est naturel, logique. Je dis pas... J'avais pas de plan de carrière, ça non. Et d'ailleurs demain, je sais pas très bien ce qui va se passer. Mais c'est logique, quoi, que je me retrouve aujourd'hui là où je suis. Et le fait de te diriger plutôt vers les secteurs plus économiques, est-ce que c'est parce que tu as senti que c'est là qu'il fallait faire bouger les choses, que c'est là qu'il y a peut-être le plus de levier? Alors ça, c'est plus un hasard. En fait, moi, je suis plutôt une politique généraliste. Je suis capable, j'ai jusqu'ici travaillé un petit peu dans toutes sortes de dossiers. Et j'ai surtout, en fait, travaillé pendant presque 10 ans sur des questions d'enseignement, d'accueil de la petite enfance, donc pas du tout sur les questions économiques. Puis en 2019, il y avait à ce moment-là les jeunes dans les rues qui parlaient de climat assez... Et moi, ça m'a touchée aussi. J'ai voulu, en fait, aller travailler plus sur des compétences ou des matières qui avaient un lien avec les enjeux environnementaux. Et puis en 2019, on a eu la chance de prendre ces compétences d'économie et de recherche à la région bruxelloise. Et donc, j'ai été candidate en me disant, je vais découvrir autre chose que je trouve super important, de se mettre des défis et d'apprendre des nouvelles choses tout le temps. Et puis, j'avais envie de ce lien avec l'avenir de la planète, l'avenir du climat, de l'environnement. On sait que chez Écolo, on dit beaucoup faire de la politique autrement, etc. On sait qu'il y a une vraie attention à la place des femmes dans le parti, dans les listes, dans les postes qui sont occupés. Voilà, c'est quelque chose qui a pu, toi, t'aider ou t'aider pas seulement à accéder au poste, mais t'aider aussi dans l'ambiance générale, dans le fait justement de se sentir à sa place, entendu Oui, c'est sûr que le fait d'avoir autour de moi et avant moi, qu'il y ait eu avant moi beaucoup de femmes, ça m'a aidé à me sentir légitime en fait à le faire. Je me dis si d'autres l'ont fait, alors peut-être que je pourrais essayer aussi. Oui, mais donc globalement, chez Écolo, on a beaucoup de femmes et finalement les quotas aujourd'hui viennent plutôt aider les hommes, puisque en fait je pense que si on constituait les listes, on aurait plus de candidates que de candidats, et donc ces règles de parité aujourd'hui elles viennent plutôt aider les hommes. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Dans les bonnes choses justement, on regardait un petit peu les chiffres, on voyait que par exemple, par rapport à 2017, le nombre de starters d'entreprises qui ont été créées en 2019, c'était beaucoup plus important. Donc, on avait... 2017, 8% de femmes à la création de start-up. Contre 18% en 2019. Ouais. Donc, il y a des choses qui ont été fatalement mises en place pour en arriver là. Dans le secteur des études aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au domaine technologique. Dans les études de technique, de technologie d'information de communication, on a maintenant 37% de jeunes femmes qui s'inscrivent. Donc, les choses avancent. Qu'est-ce qui a été mis en place Comment est-ce qu'on explique un chiffre pareil en si peu de temps? Oui, donc ça augmente, mais moi je trouve qu'on est encore vraiment loin de la parité, donc il y a encore des grands défis et beaucoup de choses à faire. C'est une combinaison de différentes choses, je pense, qu'on essaie de mettre en place, nous, mais aussi avant, puisque ça fait déjà quelques années que c'est mis en place. Il y a à la fois... le fait d'avoir des appels à projets, des projets qui sont spécifiquement, qui vont aider ou soutenir spécifiquement les femmes. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi soutenir les réseaux de femmes, il faut mettre en avant des rôles modèles, donc des femmes qui vont montrer à d'autres, comme mes prédécesseurs m'ont montré à moi que nous on l'a fait, donc peut-être que tu pourrais le faire aussi. Et très diversifié parce que... tout le monde ne peut pas inspirer tout le monde, ou tout le monde ne peut pas être inspiré par tout le monde. Et les pouvoirs publics ne touchent pas tout le monde non plus. Je n'arrête pas dans mon métier de rencontrer des gens qui disent « Ah, mais c'est super ce que fait Hub, qui est l'agence régionale de soutien d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais on ne savait pas que ça existait. » Et voilà, c'est pas grave, mais donc c'est notre rôle d'essayer d'aller le plus possible vers les gens. Mais aussi de soutenir... des associations qui sont en contact direct avec ces personnes-là qu'on soutient parfois, qui ne nous connaissent pas, qu'on ne soutient pas encore. Donc on doit à la fois agir nous-mêmes, renforcer, aller vers les gens et vers les femmes en particulier, puis soutenir ceux qui sont déjà auprès de ces femmes. Toi, Anna, tu as bénéficié de ce genre d'aide? Est-ce que tu as toi-même des rôles modèles? Quelle est un peu ta position par rapport à tout ça? J'ai pas bénéficié d'aide en particulier de la part de la région bruxelloise, mais je pense que c'est un tout petit peu de ma faute aussi parce que j'ai pas cherché, tout simplement.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui me vient directement à l'esprit. Je pense que ça mérite encore d'être plus communiqué aux futurs entrepreneurs qu'il y a toutes ces aides et elles sont mises en place pour pouvoir nous aider à justement entreprendre. Donc voilà, je n'en ai pas. Mais non, je sais, vous inquiétez pas, je vais aller creuser. Et les réseaux de femmes, donc les initiatives qui sont typiquement dirigées vers les femmes, est-ce que toi, tu fais partie d'un réseau? Alors, j'ai fait partie de plusieurs réseaux de femmes. Je dirais peut-être que ce qui m'a, moi, personnellement, peut-être un peu... je trouve que ce sont des très, très chouettes initiatives. Je trouve seulement que parfois, c'est un peu dommage que finalement, dans ces réseaux de femmes, la plupart des femmes font les mêmes choses, travaillent dans les mêmes... ou lancent des boîtes dans les mêmes secteurs d'activité. Et donc, quand on vient d'un secteur d'activité qui est un peu différent, comme moi, qui est l'art, la finance... Bah, en fait, on se retrouve... Alors oui, on peut échanger nos expériences, etc., mais on ne trouve pas ce binôme ou cette personne qui comprendra exactement les spécificités de notre secteur. Donc, c'est ce que je trouve un tout petit peu dommage, mais ce n'est pas spécialement de la faute des réseaux de femmes, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se lancent du côté financier, et voilà, donc... Exactement. Voilà, on peut peut-être un peu évoquer ton parcours et ce que toi tu fais. Donc, toi, tu proposes du leasing d'œuvres d'art, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, moi, je permets à mes collectionneurs, à toute personne qui a envie d'acheter une œuvre d'art, de pouvoir l'acheter sous forme de paiement échelonné, que ce soit en privé ou en professionnel. Ce qui permet donc à toute personne de devenir collectionneur d'art directement et puis surtout à commencer sa collection assez jeune. Parce que je trouve ça un peu dommage de se dire que je vais commencer ma collection d'art quand je serai pensionnée et que j'aurai mis un peu d'argent de côté. Alors qu'on peut commencer sa collection d'art à 30 ans avec ses premiers salaires. Et puis surtout, je me suis dit, si je peux acheter ma voiture sous forme de paiement échelonné, mon téléphone, ma maison, mes lunettes, enfin mes fringues, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas acheter une œuvre d'art. Et comme moi, je viens du monde de l'art et qu'à un moment, je me suis dit, en fait, si j'ai envie d'acheter, il va falloir que je trouve une solution. Et voilà. Et tu l'as dit, les débuts, c'était pas évident. Tu as dû démarcher les banques alors que tu étais enceinte. Tout à fait. C'est quoi les freins que tu as rencontrés Mais je pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a toujours l'impression qu'on sait tout. Mais en fait, on sait rien ou on sait peu. Et donc, quand on va poser des questions, parfois on pose des mauvaises questions ou aux mauvaises personnes. Et ça, c'est un frein, ça bloque. Donc moi, je ne viens pas du tout du monde des finances, je viens du monde de l'art, du monde des galeries d'art, des maisons de vente. J'ai dû m'instruire, j'ai dû devenir intermédiaire de crédit, passer l'examen. Mais bon, voilà, comme je disais un peu plus tôt, si vous voyez mes points en maths pendant mes secondaires, quand j'ai dit à mon papa que je me lançais en finance en art, il s'est dit oui, bien sûr. Bonne chance. Oui, bonne chance, tu m'appelles. donc voilà, donc ça nécessite parfois de se faire un peu violence et voilà, et d'apprendre tout seul. Voilà. Alors, on va vous proposer l'exercice du jour. Qui consiste, comme à chaque fois, à écrire sur les petits piments qui sont là. Une phrase, un cliché que vous avez entendu durant votre parcours, une phrase qui vous a inspiré, motivé à poursuivre votre carrière. Bref, une idée qui vous a marqué depuis, dans votre parcours professionnel. Okay. Il y en a 3. Faites comme vous. Moi, j'en ai 3. Mais faites comme vous le sentez. Hein. Vous pouvez les mettre dans le bocal, évidemment. Bon, bah c'est parti alors. Voilà. Ce qu'on va vous proposer, c'est de tirer les piments, de lire les petites phrases et puis on en discute, on voit ce que ça vous inspire. Les quotas, c'est de la discrimination. On prend une femme parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est compétente. La grande question des quotas. Alors, est-ce que, imaginez c'est moi qui l'ai écrite, hein, ça se voit. Il y avait beaucoup trop écrit, donc c'est moi qui l'ai écrit, ce piment-là, voilà. Est-ce que l'idée d'instaurer des quotas, notamment des quotas à la fois dans les conseils d'administration, mais aussi dans les hauts postes, dans les startups, dans les entreprises, dans la tech en général, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ah, vaste question. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec la question des quotas.
que ce soit les quotas pour les femmes ou que ce soit les quotas pour les personnes de couleur dans une école ou autre. Parce que je trouve que ça donne à la personne une charge en plus. Il va falloir qu'elle défende le fait qu'elle est là parce qu'elle est compétente et pas simplement parce qu'elle est une femme. Ce qu'on doit déjà faire tous les jours, mais là, on doit le faire doublement. Donc, mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, il n'y en aurait pas. Donc, c'est pour ça que je suis partagée avec la question des... on avait aussi évoqué le fait d'être choisi, comme tu dis, pour ça, et donc de finalement... ne pas avoir l'impression d'avoir été choisi parce qu'on est compétent et du coup ça au-delà du fait de devoir prouver, ça retire un petit peu aussi de l'appréciation de la compétence de base, quoi. Voilà, il y a les deux. Barbara? Oui, donc moi je pense que c'est nécessaire, mais j'espère qu'on n'aura pas à faire ça trop longtemps. Donc je pense qu'on doit passer par là parce qu'effectivement sinon ça n'avance pas ou ça n'avance pas assez vite. Mais j'espère que bientôt on ne devra plus le faire. On a, nous dans nos appels à projets, notamment en recherche scientifique, on cherche des femmes dans les jurys, pour constituer les jurys. Et donc je veux qu'il y ait des femmes dans les jurys, mais c'est très compliqué parce qu'à ce stade, il y a encore trop peu de femmes dans les domaines scientifiques, technologiques, etc. Et donc c'est toujours les mêmes. Et donc elles me disent on en a marre. Voilà. Et donc je pense que c'est... voilà, si on n'en met pas, il y aura aussi moins de femmes qui gagneront les appels à projets, leurs projets. Donc, c'est un mal nécessaire. Ouais. Et est-ce que c'est pas une question de vocabulaire, peut-être ? J'y pense là maintenant comme ça, mais est-ce que c'est le fait de dire le terme quota, est-ce qu'il n'y aurait pas des tournures de langage qu'on pourrait utiliser différentes, ou alors est-ce que... Parce que je me disais, pareil pour nous, quand on a commencé à préparer les émissions, on se disait qu'un des thèmes qui serait sympathique, c'était l'intersectionnalité, etc. Et finalement, au lieu de faire un thème là-dessus, moi, je peux m'assurer que dans les personnes que je sélectionne, il faut au moins qu'il y ait une femme qui soit issue de la diversité, qui représente justement ça, et donc passer par le fait qu'elle soit sur le plateau, plutôt que de faire un moment spécifique pour parler de ça, etc. Et donc, dans la même idée, est-ce que le terme quota n'est pas justement mal connoté ? J'en sais rien, je sais pas trop d'ailleurs, mais ça me passe par l'esprit maintenant. Et est-ce que oui, il n'y aurait pas un meilleur terme, en fait, finalement, qui pourrait... Évidemment, ça va pas tout changer, mais désamorcer un petit peu le concept. Oui. Le ressenti. En même temps, moi, je trouve que c'est bien d'appeler un chat, quoi. Donc, on sait de quoi on parle. Et voilà, en même temps, quand on parle de rôle modèle, on parle enfin un petit peu de la même chose, quoi. Oui, c'est vrai. Et par exemple, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'entendais, je savais pas exactement à quoi ça faisait référence, mais quand j'entendais le terme discrimination positive, ça grinçait vraiment, ça me piquait aux oreilles, alors que finalement, et je pense que c'était juste parce qu'il y avait le terme discrimination dedans, et que c'était ça qui me posait problème, que si on avait appelé ça allez, venez les noirs, ou j'en sais rien, j'aurais dit ah ouais, c'est super. Mais là, c'est un peu provocateur, discrimination positive. Exactement. Mais je pense qu'en droit, donc dans mes vieux souvenirs là, on appelle ça inégalité réparatrice ou un truc comme ça, ce qui est pas très parlant, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que les quotas, c'est pas aussi parce que tu disais donc quand on veut mettre des quotas par exemple pour un jury scientifique, on n'a pas beaucoup de femmes sous la main et donc c'est toujours les mêmes. Est-ce que les quotas, ça marche pas seulement si on l'impose un peu à tous les niveaux ? C'est-à-dire, si on l'imposait plus dans les écoles où on apprend les sciences, on arriverait avec un pool de femmes plus important aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème ? C'est de la mettre qu'à certains niveaux ? Oui, après, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, quoi. Il faut commencer quelque part. Et donc, en le mettant dans les jurys ou en mettant en avant, je sais pas, moi, que ce soit à la présentation d'émissions de télévision, dans la fiction, dans les films, enfin, voilà, on dit, ou en fait, donnant des prix aussi à des femmes scientifiques, etc., on dit aux jeunes filles, en fait, ça pourrait être toi. Et donc, on espère que, naturellement, ça amène des jeunes filles à se lancer aussi. Moi, globalement, la question des quotas, moi, je suis d'accord. Enfin, je suis aussi un peu... je trouve que le mérite, c'est important. Je veux dire, et à terme, j'aimerais bien qu'il y ait suffisamment de femmes qui ont suffisamment de compétences pour prendre la place. Et donc, je n'aime pas tellement cette idée de quota.
Mais c'est absolument indispensable en attendant. Et je pense que si je me retrouve engagée quelque part dans une boîte ou quoi que ce soit et que c'est parce qu'il y avait un quota X% de femmes qui devait être dans la boîte, je me sentirais mal. Mais si on me dit qu'il y a X% de femmes, qui a fait 5 ans d'études, qui a 3 ans de carrière ou 15 ans de carrière, qui a monté une boîte, eh ben là tout de suite j'en ai rien à faire d'être dans un quota. Parce que là, il y a tout le reste qui rentre avec. Donc, juste être une femme ne suffit pas. Mais être une femme avec tout ce que j'ai fait derrière, alors là, oui. Dans ce cas-là, ça me dérange absolument pas d'être une femme. Ouais. Enfin, Est-ce que là, on retombe pas du coup dans cette idée de vouloir de prouver, de se sentir obligé de prouver par un background et par un parcours Je pense que lorsqu'on se retrouve à une place, ça devrait être parce qu'on est capable de tenir cette place. Donc, je ne suis pas capable de tenir une place parce que je suis une femme, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la boîte. Je suis capable de tenir cette place parce que j'ai fait des études, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en plus de ça, tant mieux, je suis une nana. Mais c'est tout ça qui va faire que je vais pouvoir tenir le métier et d'avoir le rôle. Si moi demain je me retrouve dans une boîte de chimiste, je n'en ai rien à foutre que je suis une femme, je vais tout casser, je vais tout faire tomber. Donc franchement, à choisir, vaut mieux que j'ai le background qu'il y a avec, parce que sinon ça sert absolument ouais, mais donc à rien, tu trouves qu'une des solutions, ce serait éventuellement de mettre en avant le fait que ce soit pas exclusivement parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme qui a les compétences pour, et je pense que ça peut être... Ça peut être exprimé aussi, c'est pas un quota de femmes, c'est un quota de femmes qui ont tac quoi. Je sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, mais voilà. Je pense que c'est évidemment comme ça que ça doit s'entendre, et ça pousse aussi à chercher en fait. Je veux dire, nous dans nos jurys scientifiques, on se pousse à chercher des femmes qui sont compétentes et qui rentrent dans les conditions et pas tenez madame. Mais ça pousse à chercher parce que des femmes compétentes, en fait, il y en a. C'est juste que, voilà. Mais moi, j'étais frappée il y a très peu de temps encore. Hein, on a parlé de la désignation d'une femme dans le conseil d'administration de la Banque nationale. Elle est bardée de diplômes. Je veux dire, c'est vraiment... Je n'ai pas été voir le passé des autres membres de ce bureau de la Banque nationale, mais je n'ai jamais vu qu'on étalait devant l'opinion publique entière le nombre de diplômes que tous ces hommes ont. Et elle doit dire tout ça, et après on dit encore que son profil est jugé faible. Je veux dire, moi je trouve qu'on est encore dans un système où, même quand on est une femme bardée de diplômes, pour un homme, il suffit d'être un homme, en fait. Donc, on inverse quand même régulièrement la chose, quoi. Enfin, même la question des quotas, en fait, fait que la femme doit encore plus prouver qu'elle est compétente. Exactement. Ouais, comme disait Oana, elle porte un peu cette charge je suis pas là pour ça, en fait, je suis compétente aussi. Mais comme tu dis, il y a toute la question... de la visibilité, mais aussi du sentiment de légitimité. Alors, moi, j'ai été longtemps journaliste, et il y a une vraie réflexion qui est faite là-dessus par l'association des journalistes, etc. Et c'est vrai qu'avoir des expertes femmes en plateau, c'est difficile pour plein de raisons, mais en premier lieu, parce qu'elles se disent « Est-ce que je suis vraiment la personne la plus compétente pour vous répondre ?» Alors que vraiment, c'est pas une question que les mecs se posent. Et ça, j'imagine que c'est un peu dans tous les secteurs et que ça fonctionne un peu comme ça partout, quoi. Ça vient aussi. C'est pas, il y a des vrais obstacles pour les femmes pour accéder à certaines fonctions. Ou à plein de fonctions, ou combiner la vie privée, la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Et il y a les croyances limitantes, le complexe de l'imposteur, etc., que effectivement, les femmes ressentent davantage. Que les hommes, malheureusement. Et donc les quotas, c'est peut-être aussi un peu un outil pour les forcer un peu à dépasser ces... Oui, moi je veux pas qu'on force les femmes. Non, bien sûr. Non, pour qu'elles se sentent plus légitimes, en tout cas. Les quotas et puis les modèles, quoi. Le fait de leur dire c'est comme tout à l'heure, moi aussi je suis ministre de l'économie, mais j'ai étudié le droit, donc le droit c'est vraiment les études où il n'y a pas de maths, il y a le moins possible, quoi. Et voilà, donc je me dis si moi je peux le faire. Bon, on résume, un mal nécessaire, les quotas. Est-ce qu'il y a des endroits où on devrait les imposer pour pouvoir arriver au moment où on n'en aura plus besoin? Oui. À quel... Moi, je pense... donc, au niveau politique, je pense que c'est une évidence, mais je pense dans les représentations, c'est très important. Donc, ce que les gens voient, ce que les jeunes filles voient,
Et donc, je pense, je sais pas, au monde de la fiction, au monde à la télévision, aussi, si les jeunes regardent encore la télévision. Dans ce qui est très visible, quoi, dans les représentations qu'on met en avant, la publicité, ce qui est très visible. Très visible. Quand on veut se lancer en Belgique, on ne trouve pas les infos. Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas moi qui ai écrit. Non, je dis c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est moi qui ai écrit. Et effectivement, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi en lançant ma boîte également. C'était il y a 6 ans, et j'ai quand même le sentiment que c'est mieux aujourd'hui, que les gens trouvent plus facilement les informations. Mais moi, j'ai vraiment fait un fiasco. Je me suis inscrite tout de suite comme indépendante, et donc je me suis retrouvée avec mes factures de mes cotisations sociales, j'avais rien compris au truc. Je voyais juste les factures arriver. J'avais même pas encore commencé à travailler. Non, mais non. Et donc je suis retournée au guichet d'entreprise, j'avais pas les infos, fallait que je prenne rendez-vous, mais en fait on me disait pas. Puis bon, bref, ça a été assez compliqué pour moi de trouver les bonnes informations et de trouver, quand je dis de l'aide, c'est plus simplement une des marches à suivre plus ou moins claires et plus ou moins, complète. Parce que du coup, j'avais une partie des informations, je vais aller ailleurs pour en trouver d'autres. Après, je me suis faite accompagner aussi par le guichet d'économie locale avec d'ailleurs une personne merveilleuse, Ibtissa Momari, qui m'a beaucoup aidée. Mais ça a été compliqué, quoi. J'ai mis énormément de temps. Et oui, comme je disais, j'ai le sentiment que ça change un petit peu. Est-ce que c'est parce que je suis depuis tout ce temps maintenant dans l'entrepreneuriat et que donc je vois et je m'intéresse aussi à tout ce qui se passe, et donc j'ai l'impression que les informations vont plus vers le public, mais vers les gens qui veulent entreprendre que quelques années auparavant, je ne sais pas. Mais oui, moi j'ai toujours trouvé que c'était trop peu d'infos, trop peu d'infos condensées aussi. Il faut aller un peu piocher à gauche, à droite. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations, justement. Mm-hmm. C'est juste qu'on ne sait pas où aller les chercher. Et je pense aussi que maintenant que, j'ai pas envie de dire que l'entrepreneuriat est trendy, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, alors ces informations devraient être vraiment à la source. Mm-hmm. Pour moi, c'est au moment où on sort de l'école, ou quand on sort de l'UNIF, si on a fait l'UNIF ou l'école, ou peu importe, on devrait trouver cette information à ce moment-là. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'on devrait pouvoir avoir cette information-là, de la même manière qu'on aurait l'information pour, je sais pas moi, notre mutuelle ou quoi que ce soit. C'est à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, je vais tester peut-être, je vais regarder. Mm-hmm. Et quand on les a à ce moment-là, ça va. C'est sûr que s'il faut aller à chaque fois toquer aux portes, et en plus de ça... On est en Belgique, on aime bien les layers, les couches administratives. C'est ouvert à 15h, mais c'est fermé à 15h02. Enfin, toi, donc tous les trucs où tu as 2 minutes pour vite aller chercher le papier. C'est sûr que ça mériterait d'être juste disponible plus tôt. Oui, il était carrément arrivé à un truc de dingue. J'avais participé à... comment ça s'appelait, un appel à projet pour recevoir une bourse des concepts innovants par ce qui s'appelle Hub maintenant, mais à l'époque c'était pas Hub. Oui, il y a eu plusieurs noms. Oui, voilà, c'est l'équivalent. L'agence bruxelloise à l'entrepreneuriat. Exactement. Et donc je suis allée, j'ai défendu mon projet, j'ai reçu la subvention, en tout cas l'accord. Ouais. Donc tout était génial, j'envoie tous mes papiers, etc. Et puis plus rien. Et donc, j'appelle, je demande, parce que du coup, c'était aussi lié à mon plan financier, etc. Je comptais sur ce tiers d'investissement, n'est-ce pas ? Et puis, bon, bref, c'est un projet à l'année, donc c'était en fin d'année, l'année se clôture, et donc je ne peux plus le recevoir, et donc je demande ce qui s'est passé. Et en fait, la personne qui s'en occupait, qui s'occupait du dossier, est partie en congé de maternité, et donc mon dossier est resté sur la table. Voilà. Et donc, alors, c'est pas... cette pauvre dame avait sans doute des bonnes raisons de partir comme ça, mais c'est pour quelqu'un qui commence, qui veut lancer son entreprise et qui se fait amputer d'un montant promis comme celui-là, c'est vraiment... pour moi, c'était une catastrophe. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé que quelque chose était catastrophique dans ma vie, mais là, vraiment, je disais, c'est pas possible. Et donc, alors, on ne va pas résumer, je pense, ce genre de service... et Bruxelles ou la Belgique à ce genre d'expérience. Mais en tout cas, ce sont des choses qui arrivent ici, et c'est vrai que c'est ennuyant, et ça contribue à cette atmosphère générale de
on est un peu seul, quoi. On est un peu... voilà, on n'est pas assez accompagné, on n'est pas assez soutenu dans l'entrepreneuriat, quoi. Mais je crois qu'il y a une chose aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que oui, on est seul, mais ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Donc, quand on décide que, tiens, je vais lancer ma boîte, comme je disais, il faut se faire violence et il faut aller chercher. Et je pense que c'est quelque chose aussi que les entrepreneurs doivent avoir en tête. Tu dois te bouger le tut, mais tu dois y aller. Tu dois y aller et tu dois aller chercher les informations parce qu'elles vont pas venir à toi. Et ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Si tu rentres dans une boîte en tant que salarié, tout est là, tout a été construit. Et c'est très bien. Et si tu décides d'être entrepreneur, il y a un mindset à se mettre, c'est qu'il faut aller chercher l'information aussi, quoi. Donc, il faut un peu... J'aurais préféré que cette information soit... plus proche de moi, surtout pour quelqu'un comme moi qui, rien qu'aller refaire ma carte d'identité, je crois d'ailleurs qu'elle a expiré depuis 6 mois, ça me rend folle de devoir aller à la commune, donc qui n'aime pas la paperasserie, l'administratif, mais il y a un moment où il faut... Ouais, Barbara, j'imagine que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, l'accessibilité à toute cette information-là, etc. Comment est-ce qu'on essaye de faire changer les choses ? Qu'est-ce qui est mis en place pour essayer de faciliter cet accès ? Bon, et d'abord, de manière... L'administration, disons, ou en l'occurrence, l'agence, de manière un peu passive, dispose de l'information. Elle doit être capable de la donner à celui qui vient la chercher. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir donner, et c'est le cas, un espèce de package, quoi. Tiens, je veux commencer l'entrepreneuriat. Donc là, c'est la personne qui vient et on lui dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dois faire attention à ça. Il y a tel et tel... réseau ou telle association, telle ou telle, voilà, qui peuvent t'aider. Voilà. Ça, c'est quand une personne vient et fait la démarche. Et ça, on doit être capable de le donner à tous ceux qui le souhaitent, que ce soit quelqu'un qui sort des études, que ce soit quelqu'un qui veut changer de vie. L'autre chose, c'est nous-mêmes aller chercher et aller susciter. Je pense singulièrement chez des femmes qui sont... dans l'économie informelle, comme on dit, et qui pourraient vivre de leur activité de manière déclarée, pour dire les choses clairement, ou à des gens qui ont simplement des talents, mais qui ne s'imaginent même pas qu'en fait, ça pourrait être de l'entrepreneuriat et pourraient très bien en vivre. Et donc là, on doit avoir aussi des stratégies plus proactives, c'est-à-dire pas juste attendre que les gens viennent nous chercher, mais aussi aller sur le terrain, aller chez eux, montrer qu'on existe ou soutenir à nouveau ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des réseaux qui sont actifs, qui sont très professionnels. Il y en a qui le sont moins. Mais donc ceux qui sont corrects, professionnels, qui sont fiables, on doit aussi les soutenir parce qu'ils touchent des personnes que nous, on ne touche pas. Donc on doit faire les deux, je pense. Être à la fois avoir l'info, la donner des packages, des trucs, voilà, et aller chercher certains. On mettra toutes les références de Hub Bruxelles en description de l'épisode, puisque voilà, c'est déjà une bonne première porte d'entrée pour celles qui veulent entreprendre à Bruxelles. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi, on parlait d'avoir l'info directement en sortant de l'école ou en sortant de l'UNIF, ce qui est pertinent quand on veut se lancer dans la tech ou dans les startups, mais l'entrepreneuriat, c'est pas que ça. Et il y a clairement d'autres discriminations qui viennent un peu se mettre dans le chemin là, et donc toucher des publics qui sont moins, qui ont moins l'habitude d'aller par ces chemins officiels, administratifs, etc. Ça doit quand même être un sacré défi, quoi. Oui, bien sûr. Parler le langage, je parle du langage, la langue. On ne doit pas parler que le français et le néerlandais. Je pense qu'on doit être ouvert à beaucoup de manières de faire de l'entrepreneuriat différentes. Parce que Bruxelles est une ville diversifiée et que, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, l'entrepreneuriat c'est une source d'émancipation et on veut offrir cette source au maximum de personnes possibles. Et singulièrement pour les femmes. Absolument, absolument. Et dans leur diversité, donc il y a vraiment beaucoup de profils très différents. Moi j'ai étudié le droit, je suis devenue avocate, ce qui est une activité indépendante mais assez bien cadrée, quoi. Je veux dire, mais moi, heureusement que j'avais étudié le droit, parce que sinon, j'étais complètement handicapée, quoi, en sortant il faut aller
la sécurité sociale, ça, je l'avais étudié sur le papier, mais c'est encore autre chose de le mettre en place. Et effectivement, moi aussi, j'ai oublié plein de papiers. Je me suis rendu compte bien après qu'en fait, je gagnais pas du tout assez. Enfin, puisqu'au moment même, Oui. Voilà, on vit juste tous ces trucs-là. Et donc, c'est dire que même quand on est ultra informé, en fait, on n'est pas spécialement bon. Et ça donne une idée du degré d'information qu'on doit apporter aussi à d'autres. Oui, c'est là que activités. là, je te rejoins totalement, où j'étais un peu moins d'accord avec toi sur le fait que ça fait partie. Donc oui, évoluer, ça fait partie du rôle de l'entrepreneur, aller se former, travailler à sa proposition, à son business. Mais oui, je ne suis pas tellement sûre, parce qu'en fait, qu'il faille spécifiquement, dès le début, être dans cette bataille, ne serait-ce que pour trouver l'info, parce que selon moi, justement, l'entrepreneuriat n'est pas assez valorisé ici, tout simplement. On n'est pas dans une culture où on se rend compte de l'apport social des entrepreneurs, de ce qu'ils constituent en fait comme économie pour la Belgique, comme tissu social. Et donc voilà. Et de cette manière-là, je suis un peu plus d'accord. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Ah, Qui a écrit, c'est toi? C'est moi. Ouais. ça fait référence à quoi? C'est une question que je supporte pas. Comment est-ce que tu veux que je sois sûre? J'en sais rien, moi, si c'est une bonne idée ou pas. Si je la teste pas, je le saurai jamais. Je pense que c'est une phrase qui n'est pas censée être méchante, qui est censée être justement pour de quelqu'un qui se soucie, mais qui est très mal tournée. Je préférerais qu'on me dise comment est-ce que tu vas tester ton idée, à qui est-ce que tu penses, qu'on soit plus dans quelque chose de positif plutôt que de me dire t'es sûr que c'est une bonne idée, surtout que je vois très bien la tête qui va avec un peu penché sur le côté comme ça, avec un peu d'empathie quand même, d'empathie, où en fait finalement tu vois la tête qui dit non déjà alors qu'il n'a pas encore fini la phrase, et je crois que ça peut vraiment couper l'herbe sous le pied des entrepreneurs ou toute personne en fait qui veut lancer quoi que ce soit. Oui, c'est donc, vrai. C'est une phrase que j'ai entendue très souvent, qui peut déstabiliser, où je n'ai jamais répondu. Je crois qu'ils attendent toujours la réponse. Trop tard. Mais, voilà. Le résultat en image, tout se passe bien. Non, c'est vrai. Pareil, j'ai aussi eu beaucoup de personnes qui me disaient t'es sûre? Et puis en Belgique, franchement, les gens sont pas très intéressés par ci, pas très intéressés par ça. Comme s'ils avaient tous fait des études de marché sur tous les sujets. Mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu es souvent face à des gens qui connaissent mieux que toi, en tout cas qui vont te connaître mieux que toi. Tout en fait. Et à votre avis, c'est une question qu'on pose plus aux femmes? Moi, je pense c'est le sentiment que j'ai, mais c'est vrai qu'il s'appuie sur pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a ce truc de vouloir protéger. Ouais. Donc moi, avant que j'arrive à exprimer une idée, je dois combattre mon syndrome de l'imposteur, tout ça. Et donc si en plus on me dit t'es sûr que c'était une bonne idée, c'est vraiment foutu, quoi. Ouais, c'est ça. donc oui, je crois qu'on la pose plus souvent aux femmes. C'est pas spécialement mal intentionné. Non, je crois pas. Mais effectivement, enfin, je trouve que c'est très juste comment tu as expliqué comment on peut aider quelqu'un à surmonter quelque chose qu'on estime ne pas être une bonne idée. Plutôt que de donner cette phrase. Ouais. Et est-ce que c'est une question qui porte juste sur le business ou qui porte aussi sur est-ce que c'est une bonne idée, toi qui vas avoir des enfants, puisque quand tu as lancé ta boîte, tu étais enceinte, est-ce que tu es sûre que c'est une bonne idée pour ta vie à toi? Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là aussi? Il y a toutes les dimensions de... Tous les voyants étaient au rouge pour tout mon entourage. Elle est enceinte, elle n'y connaît rien en finance... personne n'a lancé cette boîte avant elle, ça doit être une raison. Si ça n'a pas été lancé avant, c'est que c'est pas parce bien. que c'est... Et t'étais là, mais oui, il n'y avait pas de fusée avant non plus, la fusée, donc ça a quand même marché. Donc il y a un moment où il faut, voilà. Et je crois vraiment que c'est une question de, c'est une volonté de me protéger, mais c'est aussi parce que je crois qu'on attend, la société attend un certain genre de personnes pour faire un certain genre de choses. Je ne sais pas si c'est très clair. Un homme cisgenre, blanc, entre 25 et 35, non marié, pas d'enfant, ok. Là, ça porte un hoodie de préférence. Il porte un hoodie de préférence, très bien.
une femme, moins de 30 ans, enceinte, non mariée, qui connaît rien en finance, tous les voyants sont au rouge. Et donc, c'est très compliqué et je peux le comprendre parce que je pense que j'ai dû sûrement, moi aussi, avoir eu des moments où j'ai levé un peu les yeux au ciel quand certaines copines m'ont proposé des idées où j'étais là, alors oui, ok, je te rappelle, parce que tous les voyants étaient rouges. Donc, je peux le comprendre, mais ça fait... C'est très destructeur, c'est vraiment très destructeur parce quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se met à nu, on se lance, on est là et on se met à nu. Et quand on vient piquer comme ça sur la question qu'on se pose déjà nous-mêmes, vraiment tous les matins, je me suis réveillée en me disant, mais t'es complètement folle, tu vas perdre les os dans cette banque. Enfin, je veux dire, tu te poses déjà toutes ces questions-là, t'es déjà dans un sentiment où t'es pas très à l'aise, t'es pas sur une base solide. Donc quand ce genre de phrase arrive, ça peut vraiment détruire la personne qui se lance. Vraiment. Ouais. Donc c'est une phrase que j'espère ne plus entendre. Sauf quand je me lance dans un plat ou dans un truc comme ça, qui me dit « T'es sûr? C'est sûr ton couscous là, tu vas y arriver ?» T'es là « Ouais, peut-être pas. » Là, je veux bien, mais sinon pour le reste, non, je veux pas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Si elle vous invite à manger, vous... Je pense que ça, on l'a tous compris. Au pire, si tu te plantes, tu pourras dire que tu as essayé. Alors là, on est plutôt dans de l'inspiration. Là. Ouais. C'est toi qui l'as mise aussi, Oana ? J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux États-Unis. Et c'est vraiment en travaillant à New York que j'ai senti cette différence dans l'entrepreneuriat entre l'Europe, je ne vais pas dire juste la Belgique, ce serait quand même pas, c'est pas cool, entre l'Europe et le monde anglo-saxon et les États-Unis. C'est que l'échec aux États-Unis, en tout cas, c'est peut-être même la meilleure école. Parce que tu as essayé, tu as vu ce qui ne fonctionnait pas, et donc tu sais que tu ne vas pas refaire ces erreurs-là, ou en tout cas, tu as le bagage pour ne pas refaire ces erreurs-là. Et recommencer ne te fait pas peur. En Europe, tu te plantes. C'est la honte. C'est la honte. Tu vas garder cette étiquette. Tu gardes l'étiquette. Oh, elle a lancé une boîte, elle s'est plantée. C'est qu'en fait, elle ne sait pas le faire. Et cette phrase, je l'ai entendue lorsque je travaillais aux États-Unis, justement, et que je pensais à cette idée, tiens, etc. Et c'est juste un ami qui m'a dit, mais vraiment, au pire, si tu te plantes, c'est pas grave, quoi. T'as essayé, tu recommenceras autre chose, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais en fait... Dédramatiser, oui. Dédramatise, tu te plantes, quoi. Bon, c'est sûr, faut pas mettre tous ses sous dans un même panier ou quoi que ce soit, il faut être un peu intelligent, mais au pire, tu te plantes. Pas grave, au moins, tu auras le mécanisme pour te dire, ok, très bien, mais en fait, ça, je le refais pas, ou je le fais différemment. Et je pense que ça, c'est la phrase qu'on devrait avoir plus souvent et qui devrait être dite. Au pire, tu te plantes, c'est pas grave. Là, il y a une question clairement de culture, de culture entrepreneuriale. Maintenant, il y a peut-être là aussi des choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir aider au rebond, à repartir, à se relancer, à profiter de ces échecs. Est-ce que là, il y a des structures qui existent ? Il y a des choses qui sont... Oui, il y en a. Donc, je suis vraiment d'accord de dire que c'est une culture globale et sans doute même... que les femmes le ressentent davantage encore que les hommes. En tout cas, moi, je suis extrêmement prudente, donc ces trucs-là, au pire, tu te plains. Je veux dire, moi, avant de commencer, je vais vraiment poser 1000 questions parce qu'effectivement, on doit prouver notre compétence 20 fois, non seulement à l'extérieur, mais aussi pour moi-même. Et c'est un problème, je trouve. J'aurais aimé qu'on me dise dès toute petite, mais au pire, tu te plantes, et puis c'est pas grave, au moins, t'auras essayé. C'est pas du tout ma manière d'aborder les choses et je trouve ça dommage. Je pense que je me suis privée en fait d'expérience dans ma vie à cause de ça et je crains que ce soit le cas pour de nombreuses femmes. Mais donc il y a une question de culture, de ce qu'on dit aux jeunes filles à l'école, voilà. Et puis au niveau du soutien, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, oui, bien sûr. Aux États-Unis, il y a les fucked up parties, là où, et même, c'est considéré très positivement, c'est-à-dire qu'on sait que telle personne a tiré des leçons de ses expériences antérieures, etc. Et en fait, c'est même plutôt valorisé, en fait.
Et donc avec nos partenaires, ce qui est assez chouette dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on travaille avec des secteurs publics, mais aussi avec des entrepreneurs et des groupements d'entrepreneurs. Il y a de plus en plus aussi cette culture-là. C'est encore timide, je trouve, pas encore assez connu, mais il y a des groupes de parole. Il y a parfois des expériences qui sont très dures aussi. Hein. Moi, j'étais dans un groupe de parole qui était en fait assez dur parce que l'échec est considéré négativement et l'échec est un échec. Et donc, mais avec une volonté de partager ça, et puis d'en refaire quelque chose d'autre aussi. Donc, c'est aussi des initiatives qu'on soutient. Je trouve trop timidement. Aujourd'hui, vous êtes encore trop timide, mais effectivement, ça doit se développer davantage. Pour se lancer dans la tech, il faut des prédispositions. Ça, c'est moi. Effectivement, je commence à déconstruire cet a priori moi-même en participant à cette émission, en rencontrant tous les profils que j'ai rencontrés jusqu'ici. Mais dans ma tête, c'était vraiment ça. Non, mais ces trucs-là, c'est vraiment pour les geeks qui, depuis leur plus jeune âge, sont geeks sur leur ordinateur. Ça me regarde pas. Et j'ai rien à voir dans cette histoire. Et au plus j'entends les choses, plus je me dis, mais en fait, déjà, premièrement, la tech, c'est relativement large, d'abord. C'est pas commencer technique en soi. Exactement. Okay. Et en fait, comme toute chose, ça s'apprend, Enfin, c'est ce que je commence à comprendre tout doucement, mais voilà, c'est ce que je pensais déjà personnellement, et c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi, toutes les personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu, quoi. Est-ce qu'il y a des prédispositions à la tech ? Est-ce qu'il y a des prédispositions genrées à la tech ? Je crois qu'il y a des prédispositions genrées à la tech. Est-ce que c'est un biais ? Est-ce que c'est une façon de voir les choses ? Ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les filles et les garçons dans l'approche de ces connaissances-là ? Déjà, je pense que ça commence assez tôt. Moi, je viens d'une famille où il n'y a que des filles. C'est con, mais on a eu un ordi très tard, par exemple. C'est très bête, hein. Alors que la famille où il y avait des garçons, mes voisins, ils ont eu un ordi très tôt. Ils ont joué et ils ont appris, c'est pas de la tech, hein, mais ils ont appris à technologie, à manipuler la technologie plus tôt que moi. Et je pense vraiment que la raison pour laquelle on n'a pas eu un ordi tout de suite ou qu'on n'a pas été poussé vers ça tout de suite, c'est parce qu'on était des filles. Vraiment pas l'autre raison. Je crois vraiment que oui. Ça... Et puis, l'image que l'on a du tech est quand même masculine. Dans les films, dans les séries, dans les livres, c'est toujours un mec, c'est toujours dans les représentations. Les patrons de boîtes de tech qu'on voit, c'est des mecs. Enfin, je veux dire, donc forcément, on se doute c'est l'imaginaire qu'on se construit. L'imaginaire qu'on se construit, quoi. Donc, c'est clairement genré. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut agir sur cette vision genrée des rôles et des prédispositions qui seraient plus féminines, plus masculines? Ah là, c'est pour vous trois. Moi, j'ai pas d'enfants, mais vous trois, là... Comment est-ce qu'on agit là-dessus? Je vais faire un tour, genre... Il y a les rôles modèles, il y a... Bon, à titre personnel, en fait, je pense qu'on fait le mieux qu'on peut pour... Comme j'ai deux filles en plus, hein, donc voilà, Est-ce qu'elles ont des ordinateurs? Oui, et elles utilisent ces trucs beaucoup mieux que moi, évidemment. Mais sans doute que moi aussi, sans le vouloir, je transmets une partie de ma propre expérience qui est... donc je pense que leur expérience sera plus ouverte, où elles auront plus de possibilités que je n'en ai eu. Ouais, moi, j'en ai eu plus que ma mère, etc. Mais je fais attention à ce que je dis. Je pense qu'il faut... j'essaye de faire le mieux possible. Mais je trouve que, globalement, effectivement, entre l'image qui est véhiculée par tout ce qu'on voit autour de nous, fait que c'est pas inné, hein, mais c'est acquis tellement tôt que c'est presque. On voit dans les études PISA, donc les études qui vérifient le niveau scolaire des enfants dès la primaire, il y a tout un temps où
les compétences mathématiques sont équivalentes. Et puis, il y a un moment de bascule et on se rend compte qu'effectivement, c'est un moment de bascule qui vient avec le moment où, en fait, ces clichés ils sont répétés par l'école, mais aussi par les enfants. Donc, il y a vraiment... C'est difficile d'agir sur des contextes aussi forts, des contextes sociétaux aussi forts. Oui, mais d'où la nécessité des quotas, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit dans... ou même des représentations j'ai beaucoup travaillé notamment sur les manuels scolaires. Je veux dire, c'est affligeant ce qu'on voit dans des manuels scolaires qui sont des manuels agréés parfois. Donc je veux dire vraiment des trucs où les pouvoirs publics donnent des moyens pour véhiculer des images de papa est dans le garage, maman fait la cuisine, quoi. Oui, c'est ça. Non, on caricature même pas, c'est ça le pire. Non, pas. Mais je crois que dans les livres d'enfants aussi. Moi, j'ai un fils de 3 ans et je vois dans les livres et dans tout ce que je lui montre, les différents métiers qui sont proposés pour les filles et pour les garçons, c'est affligeant. C'est vraiment, il y a un clivage qui n'est pas juste elle c'est rose, lui c'est vert. C'est vraiment elle a une poussette, elle a une cuisine, elle s'occupe des enfants, elle c'est la nanny, mais lui il conduit la voiture, lui il est derrière un ordinateur, lui il répare des choses, mais il a 3 ans, donc c'est ce qu'il voit déjà. Donc moi j'ai fait un contre-pied, je dois acheter une cuisine, voilà. Pas de voiture. Oui, c'est ça, il faut naviguer dans ces eaux comme on peut. C'est ça. Et tout en n'étant pas seul à la manœuvre, il y a quand même une... Mais c'est ça, voilà. c'est ça le truc, c'est que il paraît que les enfants, ils miment et ils font juste ce qu'ils voient. Et donc, on peut avoir le discours qu'on veut et leur dire un maximum de choses pour les aider, pour ne pas les encourager dans cette voie justement discriminante. Mais en même temps, s'ils sont confrontés qu'à cette réalité-là, dans le modèle familial, à l'école, partout où ils vont, c'est clair que j'imagine que c'est difficile d'en faire des êtres humains après qui n'auront pas tout ça bien incrusté au fond du cerveau. Les femmes ne sont pas faites pour la technologie. D'ailleurs, elles ne sont pas dans les écoles d'ingénieurs. Oui, c'est à peu près la même idée. Voilà, est-ce qu'il y a un moyen, autre que les rôles modèles, de pouvoir amener les filles vers les écoles d'ingénieurs, vers les écoles d'informatique, vers les écoles de codage? Comment est-ce qu'on peut faire pour les amener là? Pour qu'après, elles deviennent des rôles modèles et qu'elles puissent en inspirer d'autres. Moi, je trouve que c'est le côté opaque. Encore une fois, je prends mon expérience puisque je suis pas du tout à la base dans la tech. C'est l'impression pour certaines personnes, dont moi, que en fait, c'est incompréhensible. On ne comprend rien déjà de base. Et donc, un peu flemme d'aller chercher plus loin. Mais il y a cette espèce d'opacité, peut-être déjà les termes, etc. Et donc, si effectivement on les apprenait un peu plus tôt, que c'était inclus dans les programmes scolaires, etc., on avait une meilleure compréhension, parce qu'en fait, ça vient juste, je crois, aussi, enfin, juste, ça vient entre autres d'un manque de connaissances et de l'impression que c'est un monde tellement opaque, fermé et effectivement destiné à certaines personnes que on grandit avec cette idée. Donc peut-être intégrer plus ce genre de questions et ces secteurs-là dans l'éducation dès le plus jeune âge, quoi. Je crois d'ailleurs, c'est le cas, non? Il y a de ça, mais de nouveau, après ça, c'est peut-être ma manière de fonctionner. De nouveau, il faut, en tant que femme, aussi un tout petit peu se faire violence. Voilà, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Si on devait attendre que ça devienne transparent et que ce soit clair pour nous et qu'on puisse y entrer, j'ai eu le temps, on a le temps, mon enfant a le temps et le fils de mon enfant a le temps. Mais il y a un moment où je me dis, on est en 2023 aujourd'hui, et on a la chance d'avoir des femmes qui sont ministres, on a la chance d'avoir ce genre de moments où on peut en discuter sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de femmes entrepreneurs, etc. Mais tout ça, c'est censé nous donner du fuel pour aussi se dire, bon allez les filles, vous savez quoi, go maintenant. Cette porte, elle n'est pas fermée à clé. C'est nous aussi qui n'avons, parce que pour
toutes les raisons qu'on vient de donner. Hein, donc, je ne remets pas la faute dessus. Hein, loin de là, je m'excuse à toutes celles que je pique. Mais je pense qu'on a, ce syndrome d'imposteur en nous-mêmes. Alors, beaucoup de choses peuvent être changées pour qu'on ne l'ait plus, mais il va falloir que nous aussi, à un moment, on mette nos bottes de grande fille et qu'on aille ouvrir cette porte, parce qu'elle n'est pas fermée à clé. Elle est juste fermée. Et c'est à nous, si on pousse la porte est ouverte. Et on pourra rentrer. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité féminine à avoir aussi. Il y a énormément de choses qui doivent être faites par la société, mais il y a un moment où, si nous-mêmes, on ne se... on ne tire pas le truc, si on doit les attendre, les gars... c'est bon. Jamais. Hein. Autant le faire soi-même, ouais. Il y a un moment où, voilà, et puis il y en a une qui ouvre la porte, et puis on se rend compte qu'en fait, ils sont pas si méchants que ça, et puis, tu sais quoi, il y en a une autre qui vient, et finalement, on arrive à... Il y avait 0 au début, et puis on est passé à 5%, et puis 15%, et il y a un moment où on arrivera... donc la société va nous aider, mais nous, on va devoir s'aider aussi toute seule, je pense. Ouais. Moi, je trouve que... En fait, la porte, effectivement, elle est pas fermée. Et il y a des gens aussi qui sont là pour aider à ouvrir la porte. J'ai regardé le reportage, Casser les codes, le documentaire. Des trajectoires comme ces trajectoires-là, où des femmes qui vont à Girl League, etc. C'est vraiment toutes sortes de femmes très différentes, etc., qui vont s'initier au codage, Bicode aussi. J'en vois plein. Alors, il faut mieux faire connaître et tout ça, ce qui existe, mais... c'est de n'importe qui, en fait. Même moi, je pourrais, quoi. Mais moi, je suis plus inquiète à l'école, en fait. Pourquoi donc, on peut, dans une deuxième vie, ou dans... Voilà, il y a des dispositifs, et je vois des femmes qui entrent là-dedans. Pas encore assez, mais il y a. Mais à l'école, effectivement, à la sortie, du secondaire, il y ait aussi peu... de jeunes filles qui se lancent dans ça, je trouve que c'est vraiment un gros problème. Donc c'est pas grave, parce que à terme il y a moyen d'ouvrir les portes quand même, mais bon, il y a quand même un gros défi là, et ça en dit long sur effectivement la culture générale et la culture dans le monde de l'enseignement. Mais je pense vraiment que dans le monde de l'enseignement, en effet, il y a quelque chose, parce que je me souviens très bien que vers la fin des secondaires, il y avait cette espèce de foire aux métiers, aux journées différentes portes ouvertes, journées portes ouvertes. Et en classe, on nous avait permis de choisir, tu veux aller voir quoi. Et forcément, il y a une division qui s'est faite naturellement. Les garçons ont été vers la tech, la finance, les filles ont été vers l'enseignement, peut-être avocate, communication. Et en fait, déjà là, je pense que c'est un problème. Il y a un moment où il faut tous nous prendre ensemble, et on y va tous. Et on va tous dans le truc où on voit tout en même temps. Si déjà, dès le début, on me dit, fais un choix, mon choix ne va pas être vers le choix du garçon. Mon choix va être féminin. Je suis une femme. Je vais me dire, peut-être que j'aime les ordis, mais non, je ne crois pas que je vais aller de ce côté-là. Alors que si on me prend et on m'y dépose et que j'y ai directement accès, je me sentirais déjà un tout petit peu plus légitime. Donc je pense qu'il y a un moment où, je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des moutons et qu'on doit nous diriger, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, dans ces âges-là, à nous prendre avec et dire, écoutez les gars, voilà, c'est là, tu peux tout regarder, tu n'es pas obligé de... Enfin, on ne m'oblige jamais à rien, mais tu peux ouvrir tout voir, le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles. Et me pousser à me faire un tout petit peu... à me faire un petit peu violence et de me retrouver face à tous ces différents choix. Et là, de prendre vraiment une décision face à tout et pas face à 50% du spectre. On a d'abord... Tu viens d'où ? Ouais. Ah ouais, la question sur les origines. Ouais. Tout le temps. Ouais. Et... Absolument. Ouais, que je comprends pas toujours d'ailleurs. On commence par d'où et puis voilà. Qu'est-ce qu'il me demande? Ouais, de la pièce à côté, j'étais là. Puis 2 secondes après, oui, c'est vrai. Je vois ce qu'il voit de moi. Oui, tout à fait. Répondre à la question. Exactement. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai, c'est tout le temps. Oui, exactement. C'est une question vraiment récurrente et vraiment fatigante aussi. Oui. Et en même temps, je ne suis pas contre qu'on me pose la question de mes origines. Et pour moi, ça fait aussi partie... Alors peut-être que je suis un peu... je remarque ça depuis le début de l'épisode, un peu pointilleuse sur les expressions peut-être. Parce que ça ne me dérangerait pas. Et ça ne me dérange pas quand on me demande « tu es de quelle origine ?» Et
ce qui me dérange, c'est quand ça vient en premier lieu. Donc, avant toute chose, on veut savoir d'où je viens. Et qu'on me demande, tu viens d'où? Parce qu'effectivement, je crois que c'est cette question-là, comme ça, qui me dérange, moi, personnellement. Mais c'est vrai que c'est tous les jours. Allez, j'exagère. Tous les 2 jours. Toi, Camille, non? Bah non, forcément là, ça, moi, c'est une discrimination à laquelle je suis pas confrontée. Mais je t'ai posé la question hier. Or, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Oui, ça marche. Oui, c'est ça. Et en plus, c'était on parlait de quelque chose de précis. Oui, T'as dit, c'est ça, toi, oui, t'as tout quelle à fait. origine On parlait d'acquérir la T'inquiète, nationalité. tu n'es pas belge. Donc, visée. on était dans Voilà. C'est pas... Enfin, souvent, c'est pas malveillant. Non. Mais c'est vrai que je peux avoir tendance à pas le prendre bien, même si c'est pas malveillant. Et c'est quoi Oui, qui parce se que- cache en fait derrière cette C'est question? Quand je me vexe, c'est genre... Oh, tu parles quand même bien français hein, pour quelqu'un. Ouais, Oui, c'est ça. Des trucs comme ça, quoi. En fait, c'est ça, c'est parce que cette question, elle vient souvent justifier un... Comment dire Une mise en question d'une compétence? d'une compétence, c'est ouais. ça. Ça explique pourquoi tu es comme ceci ou comme cela, ou c'est bizarre que tu sois comme ci ou comme cela parce que tu ne viens pas d'ici originellement. Donc effectivement, et comme je dis, quand ça vient trop vite dans la conversation, il y a plein de choses qu'on peut se dire bien plus intéressantes tout de suite en tout cas que la question de mes origines. Je vois pas en quoi c'est intéressant là à ce stade-ci quand on dit bonjour à quelqu'un ou voilà, il y a quand même d'autres choses avant quoi. J'ai eu un examen à l'université que j'avais bien fait. Et à la fin de l'examen, on m'a posé Pas les cette maths, donc. question-là. Et, non, pas les maths, en effet. Et d'abord, j'ai dit, c'était au début de mes études, j'ai dit l'école dont je n'ai pas compris la question. Je veux dire, je n'ai pas... Et puis après, je me suis dit, mais quoi en fait? Qu'est-ce que ça change à mes compétences? Enfin, je dirais quoi? Il va me donner un point de plus ou... Enfin, c'est quoi le voilà. Et, Oui, c'est quoi la pertinence Ouais. en fait? ouais. Donc ça m'a fort vexée. Voilà. Bah, ça l'est. Je sais pas pour Je toi, trouve mais... aussi que c'est une question vexante, mais je crois que ça permet à beaucoup de gens de cataloguer la personne qu'il a en face de lui et de savoir sur quel pied danser. C'est très bizarre, mais ça permet de se dire, ok, elle est congolaise en Belgique, oui, ça a du sens. Voilà, ça marche. Ok, je la situe. Ça permet de situer plus ou moins. Je suis pas d'accord avec cette question. D'ailleurs, quand on me la pose de nouveau, je réponds pas. Donc moi, il y a beaucoup de moments où il y a des trous dans la conversation. Complète comme tu veux. Oui, c'est blank, c'est toi qui dis. Parce que je ne pense pas que ça apporte quelque chose, mais d'une certaine manière, ça permet de rassurer. Je ne pense pas que c'est une question qui va spécialement disparaître. Et si je décide de répondre à cette question, en général, je dis je suis belge d'origine congolaise. Je commence par c'est marqué sur ma carte d'identité. Ce qui permet de reshifter un peu le truc, histoire qu'on soit plus ou moins dans la même dans la même zone, je vais dire ça comme ça. Mais c'est une question qui, certes, ne sert à rien, mais elle sert quand même un tout petit peu. Je ne sais pas comment expliquer, mais elle sert quand même un tout petit peu. Elle permet de savoir aussi face à qui on est. Moi, quand on pose ce genre de questions, je peux déjà me dire... Je ne sais pas encore ce que je me dis, mais je me dis, pourquoi pas. Tu es ce genre-là, qui pose cette question. Tu es le genre qui pose cette question en premier, avant de me demander mon prénom. Voilà, ça me permet aussi de se situer. Donc, c'est vrai, c'est un bon indicateur. C'est un très bon indicateur et ça dépend de quand est-ce qu'elle vient. C'est vrai que quand la question arrive en premier, c'est vrai que quand je me présente et que je dis « Oh Anna », je comprends qu'on me demande où est-ce que je viens. Parce que ce prénom, c'est pas... Je dirais, à part si tu as regardé Lilo et Stitch, tu l'as pas entendu très souvent. donc, je peux comprendre lorsque j'ai dit mon prénom. Oui. Et je peux pas comprendre lorsque j'arrive dans la pièce. Ça n'a pas de sens. Mais si je dis mon prénom, oui. Donc, pourquoi pas? On va passer, si vous êtes d'accord, à la partie 2. Alors, toujours dire bonjour en montant les escaliers. Ouais. Parce qu'on va les redescendre. Ah.
Ou parce que je vais recroiser les mêmes personnes en descendant. En descendant, exactement. Désolée. Oui, en fait, c'est le contraire de la question précédente. Okay. Enfin, du truc que j'ai dit avant. Okay. C'est quand même important de savoir d'où on vient. Et c'est un conseil qu'on m'a donné quand je suis devenue ministre, parce que du jour au lendemain, le regard des gens change. Oui, il y a des gens qui sont là pour vous flatter aussi. Enfin, je veux dire... Et donc, c'est important de rester... Oui, c'est ça, de retenir d'où on vient et de ne pas se laisser emporter par oui, les privilèges, les pouvoirs. Oui, les pouvoirs, mon Dieu. Mais effectivement, ce qui peut accompagner le pouvoir ou ce qu'il y a dans le regard des gens, parce que ça n'a qu'un temps, et que par ailleurs, il faut être gentil. Il faut dire bonjour. Mais justement, toi, dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu vis ta fonction ? Est-ce que c'est quelque chose que tu, entre guillemets, portes partout, tout le temps, où que tu ailles, ou est-ce que c'est quelque chose que tu, de temps en temps, arrives à déposer au cabinet ou je sais pas où ? Je pense qu'en Belgique, le pouvoir, entre guillemets, est très proche des gens. Et donc, je ne me sens pas privilégiée. Je veux dire, je n'ai pas l'impression de mettre une distance entre la vie que vivent je sais pas, les autres parents dont les enfants fréquentent la même école que mes enfants. Voilà, j'ai un job très prenant, etc. Mais aussi... Enfin, je ne me sens pas... j'ai un job un peu particulier. Justement, ce genre de phrase, il faut retenir ça, quoi. C'est pas... D'abord, c'est que pour un temps. Et puis, c'est une fonction qui est au service des gens. C'est pas mon service, c'est au service... il faut bien retenir ça aussi. C'est un privilège, un honneur, en fait. Donc, je n'ai pas le sentiment d'être dans un monde à part ou privilégié. Et donc, quand par exemple, en famille, c'est des moments que tu passes en famille, c'est pas des moments où tu parles politique, où tu... Non, mais mes filles commencent à s'y intéresser. Mais c'est pas le sujet... Et oui, elles s'y intéressent, et du coup, c'est quelque chose que vous partagez, c'est des moments... Donc, les chiens ne font pas des chats, hein, donc forcément... on parle des questions, je sais pas, d'environnement, de nourriture, enfin tout est un peu prétexte à parler de politique en fait, globalement. Et puis elle commence à poser des questions aussi sur des choses qui se passent autour d'elle. Et puis elles sont aussi dans une école une école assez engagée en fait, où il y a des mobilisations autour de différentes questions, etc. Mais moi je suis quand même plutôt discrète avec elles. Je n'ai pas envie ni qu'elles en subissent des conséquences qui pourraient être positives ou des privilèges ou des choses comme ça, ni négatives. Encore moins, donc, il y a une séparation quand même. Enfin, en tout cas, j'essaye. La chose qui, moi, me choque le plus ou qui, jusqu'ici, m'a le plus dérangée, c'est quand des gens s'adressent à elle pour moi, ou devant elle, quoi. Ça, j'aime pas trop, quoi. Ou quand on m'interpelle dans la rue et qu'elles sont là, bon, d'abord, elles n'aiment pas. Et donc, ça les ennuie. Et me tire le bras. Quand on me critique, ça n'aime vraiment pas du tout. C'est le truc qui n'est pas possible. C'est pas toucher à maman. Elles sont vraiment formidables. Et le pire, c'est, tu diras à ta mère que ça s'est arrivé 2-3 fois. Et ça, je trouve que c'est vraiment intolérable pour moi. Oui. Ben, ça l'est. J'imagine bien, oui. Ça l'est. C'est intolérable. Et c'est elles qui viennent te rapporter ça, du coup, qui te disent, on m'a dit. Oui. Oui, donc là, je trouve qu'on les met là, des trucs qui les... Mais bien sûr. Ouais. Absolument pas nécessaire. Bien, on a fait le tour de nos piments. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore nous partager, que vous voulez dire sur le sujet? Non, le sujet est tellement vaste. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on a encore pas mal d'émissions à tourner en cours. On en aura d'autres prévues. Et donc, on aime bien conclure, justement, je vais servir des verres d'eau, puisqu'on aime bien conclure en trinquant à toutes les femmes inspirantes, aux femmes entrepreneurs autour de nous. Et on va vous demander si vous avez une femme à nous proposer. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on pourrait éventuellement inviter en plateau, ou pas. Si vous avez un autre rôle modèle, quelqu'un d'autre que vous avez envie de mettre à l'honneur, allez-y. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, je pense à quelqu'un, mais ça va être très, très compliqué
De l'invitée, elle a 70 et des poussières, vit à Kinshasa, enfin bref. On adore les défis. Donc, Thierry, je pense que c'est ma grand-mère qui est une femme qui a eu 11 enfants quand même, qui tient la baraque comme personne. Elle est debout à 6 heures, elle a une pisciculture, elle fait à manger pour tout le monde, elle est smart. Elle a élevé des enfants qui sont smart, des petits-enfants smart aussi. À part une, hein. C'est clairement quelqu'un qui m'inspire parce que pour moi, en tant que femme, entreprendre, c'est pas juste lancer une boîte et en faire quelque chose de très grand, c'est avoir assez confiance en ses compétences et en ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est capable d'apporter aux gens. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a été confiance en elle, élever les enfants, tous les enfants ont réussi, tout le monde est content et elle est clairement la matriarche et elle n'est pas prête de partir tout de suite. Donc je pense que c'est exactement ces valeurs-là que moi j'ai envie que j'espère tenir haut et voilà. Ouais, c'est très joli. Trinquer à ta grand-mère alors. À mamie. Barbara, est-ce qu'il y a quelqu'un que toi tu voudrais mettre à l'honneur? Mais en fait, il y en a tellement que c'est super difficile. Mais du coup, je prends le contre-pied, parce que je m'étais dit, tiens, je vais aussi prendre un... Il y a tellement de femmes entrepreneurs qui se lèvent tous les matins, qui arrivent à vivre, et qui en plus sont tellement généreuses. Voilà. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre le contraire, un exemple un peu, pas le contraire, mais totalement différent, comme ça on complète. Moi, je suis impressionnée par l'image de Karine Jean-Pierre, qui est donc la porte-parole de la Maison-Blanche. Je trouve que de la voir là, derrière ce pupitre, à chaque fois, elle est habillée comme, je dirais, des couleurs, là. C'est une femme donc noire, lesbienne, enfin, le contraire de Trump, quoi. Et je trouve ça, à chaque fois, je trouve ça vraiment... là, elle vient de s'exprimer à propos des drag shows, etc., qui sont interdits dans le Tennessee. C'est trop bien. Allez, peut-être aussi dans à la l'émission. porte-parole de la Maison-Blanche. On garde la foi. Oui, on est ambitieuse. On a dit qu'il fallait pas se fermer de porte. Vous me le dites, hein, je passerai. Pas de souci. Bon, merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Alors, si ce Girl Squad t'a plu, si ça t'a intéressé, si ça t'a apporté de l'inspiration, des idées, des conseils, n'hésite pas à liker, à t'abonner à notre chaîne. Et puis, on te rappelle, les commentaires, ils sont là pour toi. Toute idée, toute suggestion, tout commentaire est le bienvenu. Notre chaîne Startup Vie sur YouTube, c'est pour toi. Abonne-toi, commente, c'est parti. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un autre À Girl bientôt. Squad. Bye bye.